Une production des studios Bass. Hors série. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce spécial statistique rétrospective 2022. Et évidemment, pour parler de tout ça, j'ai avec moi mes statisticiens préférés. Messieurs, vous savez que depuis quelque temps, on vous a préparé un... Ah oui, j'avais oublié. Mesdames et messieurs, voici nos statisticiens et analystes de données, Fred Saint-Laurent et Jean-François Morissette. C'est toujours festif, ça nous met dans l'ambiance. Ben messieurs, tout d'abord, merci d'être là. Hein? Merci de nous recevoir. oui. Ben oui, puis c'est tout le temps excitant. Je sais qu'il y a pas mal de travail en arrière de ça. On a une belle rétrospective de l'année 2022. Vous travaillez par trimestre, mais évidemment, on a fini le dernier trimestre de 2022. Ça vous permet de rapper et d'avoir un aperçu là, global de comment s'est comporté ou comment se sont comportées les ventes, je devrais dire, de 2022. Et puis, on voit déjà, là, parce que l'article sur le site web de l'AVEQ a été publié, on voit déjà qu'il y a beaucoup d'engouement. Les statistiques ont été reprises, peut-être même plus qu'à l'habitude. Hein. En tout cas, ça a été plus visible là, de différents médias qui ont relaté les statistiques et qui ont cité leurs sources aussi. Hein? C'est toujours le fun, parce que ça fait toujours drôle de voir les statistiques, puis on reconnaît très bien votre analyse, puis c'est pas tout le monde, des fois, qui prend le temps de bien citer la source, mais là, ça a été bien fait. Donc, félicitations aux médias qui ont repris. Gênez-vous pas pour publiciser le tout, puis indiquer que ça vient de l'AVEQ. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que juste les 10 véhicules les plus vendus dans l'année, là, ou les plus immatriculés. Il y a beaucoup de statistiques, beaucoup d'informations sur le site. On va vous donner, évidemment, tout à l'heure, toutes les informations pour y accéder. Ben, messieurs, tout d'abord, merci d'être là, puis on va y aller avec on va faire les choses à peu près dans l'ordre qu'on le prend d'habitude, donc regarder un peu la progression générale, après ça y aller par modèle, par région, par ville, etc., puis les pronostics pour l'année à venir. Commençons tout d'abord par les totals de ventes. Donc, Jean-François, on est rendu où en fin d'année 2022 niveau immatriculation de véhicules électriques au Québec? Ben, on est rendu à 170 592 véhicules électriques enregistrés, c'est-à-dire une progression de 41 993 sur 12 mois. Donc, sur l'année au complet, c'est évidemment un record. Puis, si on regarde juste le trimestre, parce que ça a été un bon trimestre, il faut se le dire, pour un quatrième trimestre, plus 10 465 enregistrements là, sur le quatrième trimestre. Quand tu dis que c'est un record, puis je veux juste qu'on comprenne bien, c'est un record en termes de nombre absolu, en termes de pourcentage. Effectivement. C'est 32% sur l'année, là, ou à oui, peu près 32,6%. C'est moins bon que les années précédentes. Là. On ralentit. Là. On était à peu près à 39% de croissance en 2020 et en 2021. Là. C'était resté stable, mais là, ça a diminué. C'est un peu normal qu'on diminue à un moment donné quand les chiffres deviennent plus gros. C'est toujours ça qui arrive. Est-ce que c'est bon ou pas bon en termes... ça reste toujours bien 32% de croissance dans un marché automobile qui ralentit. Mais en absolu, là, on a ajouté presque 42 000 là, l'année dernière. Je crois que c'était à peu près 36 000, si je me souviens bien. Donc, c'est quand même une belle progression. Et si on regarde, tu as parlé juste du dernier quart, donc le mois, les derniers mois de l'année, historiquement, c'est pas les meilleurs mois, c'est pas là où il se vend le plus de véhicules. On n'est pas comme au début de l'été, là, où on sent un engouement. Ça a été quand même très, très bon. En termes d'électrification de flotte de véhicules, comment on se situe, là? On est rendu où? Ben en fait, ce quatrième trimestre-ci, si ma mémoire est bonne, c'est le deuxième trimestre en absolu cette année, alors que ça n'a jamais été le cas par le passé. Le quatrième trimestre, d'habitude, est plutôt le troisième de l'année. Puis
celui actuel, là, le premier trimestre de l'année, d'habitude, est toujours le plus bas, suivi du quatrième. Mais là, il a fait mieux là, que... Certaines livraisons, vous allez le voir, on ne pourra pas faire autrement. On ne peut qu'associer ce qu'on voit à la disponibilité des véhicules. Il y a à peu près des listes d'attente sur tous les véhicules, là, à quelques rares exceptions près. Ce qui fait que plus il y a de véhicules qui sont disponibles, s'il y a une batch, par exemple, de EV6 qui est livré chez les concessionnaires Kia, ben, il va s'immatriculer une batch de EV6 assez rapidement, j'ai l'impression. Mais est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui peuvent expliquer ce petit sprint-là de fin d'année? Ça, moi, je dirais probablement un phénomène. On a vu dans les chiffres, Tesla ont fait En gros, les chiffres de Tesla ont eu une très bonne livraison. Model 3 et Model Y, des nombres très importants. Et si on regarde maintenant l'ensemble de l'Amérique du Nord, aux États-Unis, ils sont en train de changer d'une structure... ils changeaient à la fin de l'année passée d'une structure de rabais à l'autre. Donc, à la fin de l'année passée, ça fait très longtemps que Tesla n'était plus admissible au rabais aux États-Unis à cause qu'ils ont juste vendu trop de véhicules électriques. C'est le même que leur structure de rabais fonctionnait. Et là, tout le monde savait qu'à partir de janvier, les Model 3 et Model Y seraient admissibles aux États-Unis. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de Tesla qui ont eu de la misère à se vendre aux États-Unis. Donc, ils en ont peut-être refilé certaines. À l'inverse, par exemple, il y a eu certains véhicules qui maintenant ne sont plus admissibles aux États-Unis. Ceux qui ne sont pas fabriqués, assemblés aux États-Unis. C'est ça, ou les provenances des batteries, ou différents critères. Je ne me rappelle plus exactement lesquels, mais exactement quelque chose dans ce genre-là. Donc, probablement que maintenant, eux autres vont être plus faciles à se procurer peut-être un peu ici. Qu'il l'était en fin d'année passée. Mais on semble peut-être avoir reçu effectivement là, certaines livraisons de certains modèles. On en reparlera plus tard. Tout ça, ça nous amène là, à une flotte estimée de 2,44% de la flotte qui serait électrifiée. On était à 1,85 il y a un an. Là. Donc, c'est quand même une belle progression. Si je peux remettre les choses en perspective, ça veut dire qu'on a à peu près maintenant, là, vous vous promenez, là, puis un véhicule sur 44 devrait être électrifié, devrait se brancher. Bien entendu, c'est une répartition, puis on va en parler tantôt, qui est pas égale d'une région à l'autre. Ça risque d'être pas mal plus que ça, Rive-Sud de Montréal, puis pas mal moins que ça dans le coin de cette île, mettons. Là. Ben, Jean-François faisait un voyage, là, justement, qu'on faisait le tour du Québec. Là. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir la moyenne. La moyenne, c'est bon. Donc, je dirais, en gros, là, c'est une année moyenne. Là, on en a déjà parlé, on en reparlera, là, la limitation de l'offre, mais qui finit sur une bonne note. Donc, ça donne espoir. Excellent. Et évidemment, de parler de la flotte électrifiée, c'est pas la même chose que les ventes. Donc, si on fait, parce que le pourcentage de la flotte électrifiée, c'est sur l'ensemble des véhicules qui circulent, qui sont immatriculés puis qui circulent sur nos routes. Il y en a 2,44% qui sont électriques. Mais maintenant, si on regarde les ventes, soit dans le dernier trimestre ou dans l'année, c'est quel pourcentage des ventes qui représentent des ventes de véhicules électriques? C'est ce chiffre-là qu'on entend souvent quand on nous parle de la Norvège, puis on nous dit hey, là-bas, 80% des ventes, c'est des véhicules électriques. Ici, c'est combien? Si on regarde ici, OK, ici, bon, je viens de le trouver. Je me rappelais approximativement, mais là, j'ai le chiffre exact. Justement, on est rendu à 11,8% des ventes de véhicules du premier au troisième trimestre. Donc, il nous manque le dernier trimestre qui, justement, a été surprenamment bon. Donc, on peut, en tout cas, selon moi, on devrait, mais quand les chiffres rentrent pour le quatrième trimestre, on devrait réussir à avoir, selon moi, au moins le 12%. OK, bien, quand même, ça progresse, mais on est encore loin. Tu sais, quand on a souvent tendance à se comparer à la Norvège. Les Norvèges sont à 80% et le 80%, si je ne me trompe pas, c'est du 100% électrique. On ne compte même pas les hybrides rechargeables dans ce 80%-là. Ce que nous avons dans nos statistiques au moment où on se parle. Quoique le ratio commence à être drôlement vers le tout électrique. Oui, on sent que ça change justement. Parlons-en de ce ratio-là. Donc, quel pourcentage des véhicules immatriculés sont tout électriques versus hybrides branchables au moment où on se parle? Présentement, sur nos routes, on parle de 61,9% 100% électrique versus 38,4% dans l'hybride rechargeable. Mais ce qui est peut-être un peu plus intéressant, justement, c'est ça fait longtemps qu'on voit que les 100% électriques, il y en a de plus en plus et ça continue. Ça continue vraiment depuis plusieurs années. Si on regarde juste le dernier trimestre, il y avait 80... Parmi le mix de 100% électrique et véhicules hybrides rechargeables, si on met les deux ensemble, là-dessus, il y en avait 85% qui étaient 100% électriques au dernier trimestre. Et sur l'année, c'est un petit peu moins, là, c'est 76%. Mais ça aussi, c'est tout le temps un peu
on est un peu dépendant des livraisons de véhicules. Par exemple, il y a une grosse batch d'Outlander qui arrive. Ben là, les hybrides rechargeables vont peut-être reprendre un petit peu le dessus. Et c'est effectivement le cas. Le Outlander 2023 commence à être livré. Là, il y a de plus en plus de gens qui... Ben ça, c'est probablement ce trimestre-ci, là, Q1 2023, là, qu'on risque de voir le phénomène un peu. Effectivement. Il y en a eu quelques-uns d'arrivés, mais pas beaucoup. Puis c'est un véhicule qui est populaire. Sauf que Toyota, qui est, disons, le roi de l'hybride rechargeable, a eu des ventes beaucoup moindres cette année. Ouais, donc ça aussi, ça a eu un gros poids dans la baisse des hybrides rechargeables. Oui, tout à fait. Jean-François, l'objectif du gouvernement est de 1,6 million de véhicules électriques pour 2030. On regarde tout le temps, toutes les fois, là, on se dit, bon, ben, selon la tendance, si elle se maintient, est-ce qu'on va l'atteindre, est-ce qu'on ne l'atteindra pas? On est rendu où dans ces prédictions-là? On s'amuse à faire une projection là, basée sur une courbe logistique, là, les fameuses courbes en S là, pour l'adoption de nouvelles technologies. Ça augmente, puis après ça ralentit dans l'augmentation. Donc, on a essayé de modéliser ça. Puis pour l'instant, ça nous amène, d'un point de vue purement là, des chiffres, en septembre 2028, on atteindrait le 1,6 million. Donc, plus d'un an à l'avance. Oui, même presque 2 ans, en fait, d'avance. Ouais. Puis ça nous amènerait, si ça se maintient, après à 2,8 millions fin 2030. Mais ce qu'on constate là, récemment, c'est que là, il ne faudrait pas que on a parlé de la croissance qui est passée de 39 à 32. Là, ben, il ne faudrait pas que ça ralentisse trop pour qu'on commence à tomber en territoire un peu plus dangereux. Parce que c'est des gros chiffres, fait que tu extrapoles un peu, là, fait que ça peut changer vite. Oui, puis on pourrait discuter longtemps. Je lisais aujourd'hui je m'en allais dire un expert, mais non. Des fois, c'est les termes qui se donnent eux-mêmes. On va rester prudent, puis à la lecture, c'était clairement pas un expert, mais qui faisait une analyse néanmoins intéressante, qui disait on ne pourra pas les atteindre, les objectifs, pour 2 raisons. Un, c'est la pénurie, puis la pénurie, c'est-à-dire que plus au fil du temps, avec la croissance qu'on a, on devrait avoir de plus en plus de véhicules disponibles, et tout nous porte à croire qu'on a pour encore longtemps être dans un modèle où on va avoir une pénurie de véhicules. Puis, on faisait également appel à le concept qu'on entend, qui est un peu galvaudé, mais qui a été renforcé, je dirais, malheureusement, par un article il y a une semaine ou 2, où on parle de pénurie de lithium, d'impossibilité de fabriquer les batteries à cause des pénuries mondiales de lithium. En fait, c'est un article qui est un peu mal renseigné. Là. Il n'y a pas de pénurie de lithium sur la planète. Il y a des pénuries de mines pour l'extraire, mais il n'y a pas de pénurie de lithium sur la planète. Et les gens mélangent les deux. Ça reste que c'est un fait qu'il va falloir s'organiser pour être capable de miner du lithium sur toutes ces batteries-là. Mais tous ces problèmes d'approvisionnement-là, que ce soit à la source comme à la mine ou les chaînes d'approvisionnement, c'est un élément crucial qui va déterminer la disponibilité des véhicules et forcément la courbe d'immatriculation qu'on va mesurer au fil des années. Pour ça, je dirais au niveau planétaire, je suis 100% d'accord avec toi. Maintenant, pour l'instant, nous, on se focus sur le Québec. Il y aurait une façon très, très simple de régler le problème pour le Québec. Ou du moins, c'est facile de dire du gars en arrière de la table, du micro ou de la table qui fait le gérant d'estrade. Mais ça serait d'avoir une loi zéro émission avec un peu plus de mordant. Puis on s'entend avec la faible population qu'on est au Québec, comparé au reste de la planète. Ouais. Même si on se dit, on va en piquer à quelqu'un d'autre, ça va être une goutte d'eau, mettons, comparativement à ce qu'on pourrait voler, en guillemets, à l'Europe ou à la Chine ou même aux États-Unis. On se rappelle que certains pays qui ont des mesures différentes des nôtres en ont des véhicules, puis ils sont rendus, on l'a dit tantôt, en haut de 80% des ventes. Donc, il y a moyen quand on met les bons moyens en place, d'arriver à nos fins. La Norvège sont un peu moins que nous autres, mais en termes de population, c'est quand même... C'est dans la même région. C'est ça. Ben aussi, c'est ça. Et même climat aussi, pour ceux qui prétendent que c'est une question de voiture pas adaptée à notre climat. Les endroits où il y en a le plus per capita, c'est généralement des pays où il fait relativement froid, soit dit en passant. Donc, on a fait le tour des statistiques en termes c'est quoi, grosso modo, là, les ventes, les projections, puis tout ça. On va commencer à parler des modèles. Moi, messieurs, avant qu'on écoute que vous me parliez des modèles et des ventes, je vais vous faire écouter tout de suite ce que vous aviez dit il y a 1 an, quand vous avez fait votre prédiction en lien avec... Écoutez ça. Je rappelle Volkswagen ID4 là, qui vient d'arriver, qui est très attendu, qui semble déjà très populaire. Le Ioniq 5 également, de Hyundai. Puis, il y a le
je sais pas, comment qu'on les appelle, ceux-là, des cousins chez des son cousins. Son équivalent chez Kia, là, le EV6, qui n'est pas encore arrivé, mais qui devrait arriver probablement, j'imagine, dans ce trimestre-ci. Je ne sais pas si vous le savez, messieurs. Donc, vous avez le focus, là, puis j'ai mis juste un court extrait, mais vous avez mis le focus sur 3 modèles hyper populaires qui l'étaient et qui le sont encore. La Ioniq 5, la EV6, la ID4, vous aviez envisagé comme étant une grosse année en 2022 pour ces véhicules-là. Maintenant, à ce temps que ça s'est dit, parlez-nous de la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Ils sont encore très en demande. Sont très en demande. La demande n'a pas baissé, mais la quantité de livraison n'a pas vraiment beaucoup augmenté non plus, ce qui fait que, oui, il y en a quand même un peu plus. Là, il s'en est livré une coupe. Ioniq 5 et ID4 ont fait le top 10 annuel. Là. Ouais, Quand même. Quand même, pour un véhicule qui était à ses débuts. Ils ont fait, c'est ça. Mais si on les compare à d'autres qui sont en haut du top 10, c'est là que c'est un peu plus gênant. Le Ioniq 5 est 4e là, sur l'année. Il y a quand même... je pense qu'il y a plus de demandes, mais il a quand même livré la marchandise. Le ID4 a été assez décevant pendant 3 trimestres. Là. Il s'est réveillé. Ça doit être l'usine aux États-Unis qui commence à... Fait qu'il il a doublé ses livraisons en un trimestre. Là. Fait que ça a fini par débloquer. Ça a donné un coup de main, mais il y a encore énormément de demandes. On le voit, là, les gens qui sont en attente de ce véhicule-là. Puis peu importe, là, chaque véhicule a c'est comme on dit, ses bons côtés puis ses mauvais côtés. Là. Je sais qu'avec la ID4, il y a des modèles qui sont livrés, pas de thermopompe. Puis là, il y a des gens qui attendaient pour le modèle avec thermopompe, mais là, les modèles qui sont livrés sont pas de thermopompe. Il y en a qui retirent leur acompte parce qu'au Québec, ils trouvent impensable de rouler pas de thermopompe. On va jaser de même. Ma Model 3, ça fait 4 ans que je l'ai et elle n'a pas plus de thermopompe qu'au début. Ça, en aucun cas, ça me cause de gros problèmes. Non, mais écoute, mais ça affecte quand même moins l'autonomie en hiver. Moi, je pensais quand même une belle amélioration dans les nouvelles voitures, la thermopompe. Là. Oui, mais bon, c'est pas le seul critère non plus. Puis si tu aimes tout le reste du véhicule, mais c'est une question de goût. C'est ça. Allons-y, messieurs, avec les modèles qui ont le mieux performé. Donc, je t'écoute, Jean-François. Lâche-nous les noms. OK. Donc là, si on regarde la première place, là, on se souvient que c'était la Tesla Model 3 qui était première depuis un moment. Là. Si on regarde le cumulatif, là, le nombre qu'on en a sur nos routes, là, pour commencer, elle reste toujours première, là, puis solidement, là, 12,6% des VE au Québec. Là, donc, un véhicule électrique sur 8 au Québec, c'est une Tesla Model 3. Là. Il y en a 6644 de plus qu'au 31 décembre l'an dernier, 2021. Puis, dont 1200 de plus encore dans ce trimestre-ci. Là. Donc, puis la deuxième place, c'est la Toyota Prius Prime, qui est à 13 500. Là, fait que c'est quand même 8000 d'écart, là, c'est vraiment 5 énorme. fois moins. Et évidemment, puis on peut peut-être prendre une petite pause de quelques secondes pour parler de cet élément-là. Là. On se fait souvent questionner sur le pourquoi on incorpore des véhicules hybrides branchables dans nos statistiques, alors que d'autres juridictions ou d'autres analyses les excluent. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi nous, on les garde dedans? C'est quoi notre logique de garder les hybrides branchables dedans? Je dirais qu'il y a plusieurs aspects. Premièrement, on compare tout le temps nos chiffres via l'objectif du gouvernement de 1,6 million en 2030. OK, puis avant cet objectif-là, on le comparait aux 100 000 en 2020, c'est ça? Oui, 2020. Ça fait pas si longtemps, mais dans ma tête, c'est déjà loin derrière. Donc, déjà là, ça nous aide à avoir les mêmes bases de référence. Deuxièmement, c'est peut-être pas parfait. On s'entend, c'est pas nécessairement une solution parfaite, mais le mieux est l'ennemi du bien. Si on ferait juste essayer de promouvoir les 100% électriques, on laisserait beaucoup de monde en arrière. Mais les hybrides rechargeables sont généralement un peu moins chers. Il y en a plusieurs qui se sentent inconfortables au fait d'être 100% électriques, mais qui veulent commencer à essayer. Donc, la pire chose qu'on pourrait faire, c'est de ne pas les encourager. Et historiquement, la plupart du monde qui ont eu des hybrides rechargeables, leur véhicule suivant est un 100% électrique parce qu'ils comprennent comment ça marche. De plus en plus, l'infrastructure de recharge est quasiment partout au Québec, puis même au niveau mondial aussi. Nord-américain, ça s'améliore. Ça s'améliore aussi au niveau mondial, mais généralement, on reste
en Amérique du Nord avec notre auto. Donc, il y a plein de facteurs qui font que ça s'en va vers le 100% électrique. Et aussi, le fait de les analyser, ça permet de donner le meilleur. Il y a certaines personnes qui disent « Ah non, l'hybride rechargeable à 100%, on oublie 100% électrique, ça vaut rien, juste hybride rechargeable. » À ce monde-là, on a juste à leur sortir notre tendance des hybrides rechargeables versus le 100% électrique. Et on voit que depuis plusieurs années, l'hybride rechargeable est en perte de vitesse. Donc, c'est soit que tout le monde se trompe dans leur achat, ou non, c'est ça. Juste ça, c'est la meilleure preuve que le 100% électrique est un très bon choix pour plusieurs personnes. Pas nécessairement pour tout le monde, on s'entend. Il y a certains cas que l'hybride rechargeable est très pertinent au niveau financier, même dans plusieurs cas environnementaux. Mais il faut utiliser le bon véhicule pour la bonne tâche. Donc, c'est une bonne explication. Voilà pourquoi on en tient compte. Donc, dans ce modèle-là où on a à la fois du 100% électrique ou de l'hybride branchable, mais dans les deux cas, c'est des véhicules qu'on peut brancher pour charger. Le plus vendu, le plus immatriculé, à tout le moins, le modèle 3. En deuxième, la Prius Prime. En troisième place, là, on a... on a du mouvement. Oui, il y a du mouvement dans ce trimestre-ci, en fait. La Bolt de Chevrolet qui se retrouve sur notre... glorieux podium, devançant sa grande sœur, la Chevrolet Volt, qui était là depuis longtemps. Puis là, donc la Bolt est rendue à 12 553 immatriculations. C'est une progression de 1600 sur l'année. On se souvient que la Bolt n'était pas en vente au début de l'année. Oui, ben c'est ça, justement, c'est ce qui me vient en tête. On sait qu'avec le problème de batterie, il y a eu un moratoire sur la distribution, la vente et la livraison de Bolt EV ou EUV, là, peu importe, parce que le rappel touchait tous les véhicules au final. Ça a été au point mort longtemps, ça recommençait. Est-ce qu'on a vu dans le dernier trimestre, est-ce qu'on sent que là, les livraisons recommencent? Les derniers trimestres, Chevrolet est revenu. Là, la Bolt et la Bolt EUV font bien. Puis la Bolt aurait sans doute été troisième avant, là, si ça avait été de ça. On dirait que ça a fait une pause, mais c'est reparti. Là. Les chiffres pourraient peut-être être encore plus élevés, là, mais... OK. Mais la Bolt EUV semble avoir repris plus que la Bolt. Si on regarde justement cette année, la Bolt EUV, il y en a eu 2126, alors que la Bolt tout court... 1608. Fait que 6 et 8 sur l'année. Fait que là... C'est une fois de plus l'attrait du plus gros qui l'emporte. Qui l'emporte. Malgré ce qu'on dit, puis que les gens disent, ça en prend des plus petits, mais quand on a le choix, la majorité des gens... l'UV, c'est pas gigantesque. Oui, non, effectivement. Et donc, ça, c'était la troisième place. En quatrième place? En quatrième place, il y a la Kona, qui justement suit de très très près la Bolt, que ce soit au niveau de la progression annuelle, justement la Kona. Mais là, la Kona était quoi? Était plus loin, était en cinquième place avant? La Bolt est en quatrième. Non, la Bolt... les deux ont monté d'une place. C'est la Volt qui a descendu. La Volt a descendu de 2 places. C'est ça. Fait que la Volt a passé de la troisième place à la cinquième place. La Bolt est rendue en troisième, la Kona est rendue en quatrième. Puis là, la Kona vraiment talonne la Bolt. Là, il y en a juste 44 de moins présentement. Donc, on pourrait... Rendu là, c'est une question, c'est quasiment un jet de dés, là, ou un 25 cents qu'on lance en l'air. Et c'est très dur de prédire de quoi va avoir l'air le prochain trimestre. Mais les deux ont de bonnes ventes. Étrangement, les deux, c'est un format de véhicule un peu similaire. La Kona est un petit peu plus petite, mais bon, ils ont tous un petit peu leurs forces et faiblesses, mais en gros, c'est vaguement la même catégorie de véhicules. Donc, puis c'est normal que ça régresse. Ils s'en vendent techniquement plus. Puis même qu'il devrait en avoir qui vont commencer à être retirés du marché des Volt, je parle. OK, oui, la Volt, c'est ça. Oui. Effectivement, la Volt, si on regarde au cours de l'année, même ça, ce trimestre-ci, elle a descendu de 159 et même sur l'année, elle a descendu de 213. Mais malgré tout, je dirais que la Volt va encore probablement rester là un petit bout, à part si, je serais pas à dire au moins 1 an, à part si la modèle Y a des performances hallucinantes. Parce qu'il y a une très grande distance entre la Chevrolet Volt avec un V à 11 766 et la modèle Y à 7 031. Oui, tout à fait. Donc, mais des Y, on va en parler, ce sera pas long. Il s'en vend, ça, par exemple. Oui, justement, au cours de l'année, il s'en est rajouté 3 814. Oui, c'est ça. Fait que là, en même temps qu'il y en a un qui descend, l'autre monte, sans faire de jeu de mots, avec le V de la Volt à vitesse grand V. Donc, la Volt est rendue en cinquième place. Là, la Leaf est rendue où?
La Leaf est rendue en 6e place. Donc, elle continue à descendre. Ou à pas monter. Ou à pas monter. Mais en termes de nombre, ça ne descend pas tant que ça. Il y en a quelques-unes qui se rajoutent ici et là au compte-gouttes. Mais elle est en 6e position. Mais honnêtement, je pense qu'elle risque de bientôt arrêter. Parce que je crois que la Aria a commencé à livrer. Oui, c'est ça. Ils vont arrêter. Nissan n'ont jamais annoncé. Du moins, j'ai jamais entendu d'annonce officielle de Nissan qui arrêtait de la produire. Mais il y a une 2023. Fait que j'imagine que la 2023 va être mise en vente, mais quand les gens vont avoir le choix entre l'Aria et la Leaf, je sais pas. C'est une question de prix. On n'a pas les prix non plus officiels et confirmés de l'Aria. Ça va peut-être venir jouer. Mais ce que j'ai pu voir de différentes sources, justement, la Aria est quand même, justement, peut-être plus cher, mais beaucoup plus spacieux que peut l'être la vôtre. Oui, tout à fait. Et aussi très confortable, très bien fini et tout. Donc, ça pourrait être un véhicule très intéressant. Mais la question, comme pour bien les véhicules, puis pour pas qu'on se fasse avoir comme on s'est fait avoir l'année passée, il va-tu avoir du volume? Exactement. Nissan, historiquement, en a quand même eu pas mal. Il n'était pas si pire là-dedans, mais il reste à voir. Là. Leur gros problème, ça n'a pas été la disponibilité. Si on la compare avec d'autres modèles, ça a plus été la technologie qui n'a pas évolué alors que les nouveaux modèles arrivaient avec des prix similaires, puis des autonomies plus grandes, des batteries thermorégulées, une technologie embarquée plus attrayante. Ça peut expliquer la débarque, là, parce qu'entre la Leaf qui se vend aujourd'hui, puis même la Leaf 2012, à la limite, à part la grosseur de la batterie, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup de changements. E-Pedal? E-Pedal, oui. E-Pedal qui est arrivé avec la version 2 là, de la Leaf, là, le nouveau modèle. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas eu beaucoup de. Et surtout, dans la nouvelle, la Leaf est encore avec le CHAdeMO, et le CHAdeMO, il continue à ralentir. Tout à fait. Tout à fait. 7e position, il y a l'Outlander. Un autre PHEV? Un autre PHEV. Que justement, il y avait eu une pause, mais comme on a dit tantôt, les 2023 commencent à arriver. Ouais. Puis j'ai parlé à un vendeur lors d'un salon de Mitsubishi. Puis il paraît vraiment qu'il essaie d'en ramener beaucoup, puis il y avait beaucoup d'attentes. Donc, on peut s'attendre à avoir un bon trimestre qui s'en vient Q1 à ce niveau-là. La modèle Y, comme on parlait tantôt. Puis après ça, on se ramasse avec des véhicules un peu plus, avec moins de nombre. Là, on regarde, on est rendu où? Mais si on compare, par exemple, dans le dernier trimestre, il s'est vendu combien d'Y par rapport à combien de 3? Parce qu'à plein d'endroits dans le monde, il se vend autant, voire plus d'Y que de 3 au moment où on se parle. Ici, est-ce qu'on est dans ce mode-là où on vend encore plus de 3? Historiquement, il s'était vendu beaucoup plus de modèle 3. Et là, c'est la première fois, je dirais, que la modèle Y arrive à des chiffres similaires à la modèle Y arrive à des chiffres similaires de la modèle 3. Il l'a battu même. Il l'a battu sur le trimestre par 5. Oui, c'est ça. C'est ça, par 5. Donc, dans le dernier trimestre, il s'est vendu 5 modèles Y de plus que de modèle 3. Quand même, hein? On n'aurait pas dit ça au début. Et on parle de modèles Y qui ont 0 rabais. Versus la modèle 3 qui avait encore au moins le rabais provincial pour la version de base. Mais modèle Y qui a eu la 3 aussi, là, mais la Y surtout qui a eu une baisse importante de prix, si je ne me trompe pas. Hein? Après le trimestre. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour 2023, à partir du début de cette année. Ça va venir jouer la dans 3, la Y, la S et la X, tous les véhicules de Tesla ont eu d'énormes baisses de prix. Bon, on s'entend, la S et la X n'affecteront pas les palmarès beaucoup, là, mais la 3 et la Y, ça fait partie des choses que je voulais parler à la fin. On en parler là maintenant. On peut en parler à la fin. Non, mais c'est ça. Je ne veux pas te couper. Non, ça va. Mais au niveau perspective de l'année, juste sur ce petit sujet-là, c'est la baisse de prix fait que non seulement, oui, la modèle 3 descend de prix de plusieurs milliers de dollars, la modèle Y encore plus. Ça rend la modèle 3 redevient admissible au rabais fédéral, ce qui est très bon. Mais au-delà de tout ça, oui, ça va peut-être encourager les ventes de Tesla. Ce qu'il y a d'intéressant, puis c'est pas juste, là, je parle pas juste pour le Canada, je parle finalement quasiment à niveau mondial et ou au moins Amérique du Nord, c'est que plusieurs manufacturiers qui étaient en train d'augmenter de plus en plus le prix de leurs véhicules électriques, ils viennent de mettre les pieds sur les freins. Parce qu'il y avait justement, les ventes étaient so-so, tout dépendant, ou du moins, ils arrivaient à peine à réussir à vendre ce qu'ils produisaient. Parce qu'au Québec, on a beaucoup d'attentes sur plein de modèles. C'est pas nécessairement le cas partout en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis. Ouais. Il y en a beaucoup. Une ID4 aux États-Unis, ça se trouve facilement. Une EV6 aussi, ça se trouve facilement. Il y a plein de véhicules qui, si on attend les éternités, qu'aux États-Unis, ils se trouvent facilement parce qu'on a de la difficulté à les vendre. Donc, ils pensaient augmenter un peu les prix, voyant les prix de Tesla, mais là, avec Tesla qui ont descendu leur prix, ils ont arrêté tout ça. Donc, ça peut aider à garder le prix un peu plus bas. En général, toutes les marques, ça devrait aider à garder le prix sous contrôle. Tout à fait. Fait que Martin, j'ai envie de te parler de l'année, là, justement.
si on regarde là, la progression de nos enregistrements sur l'année, là, fait que c'est globalement nos meilleurs vendeurs de l'année, là, ben Tesla, c'était une année Tesla avant les baisses de prix. On parle des meilleurs vendeurs de l'année. Oui. Là. Okay. Tesla Model 3, plus 6644 et de loin en première place. Tesla Model Y, deuxième, 3814. Wow, donc quand même, il s'est vendu pas 2 fois, mais presque 2 fois plus de Model 3 que le Model 2000 de plus. Ouais. Puis Kona, Hyundai, après ça, fait 3 et 4. Kona et Ioniq 5, 3272, 2656. Donc, au moins, on avait dit Ioniq 5 là, dans notre prédiction de l'année passée. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas trop mal à date, là. Cinquième, Ford Mustang Mach-E, plus 2193 sur l'année, suivi de tout près par la Bolt EUV, dont on a parlé, à 2126. Si je complète le top 10, là, on a le Jeep Wrangler hybride rechargeable, la Bolt, le Ford Escape hybride rechargeable, plus 1500, et le ID4 qui est 10e en progression sur l'année à 1212. Et je soulignerais la 13e position de... Tu nous en as parlé au dernier podcast du Polestar, mais on dirait que tout le monde t'a écouté parce que là, Polestar 2, plus 1042 sur l'année, dont 532 dans le 4e trimestre. C'est quand même impressionnant. Hein? Ouais, tu aurais dû sortir cette citation-là aussi que tu nous as posé la question pour que là, vraiment, j'admette que je me suis trompé. Je suis toujours une coche en avant, Jean-François. Non, mais c'est quand même impressionnant sur une voiture. Puis c'est pas une voiture qui est nécessairement bon marché, mais je pense que il y a tout un concours de circonstances aussi au-delà de la disponibilité des véhicules. La Polestar a comme reconnu elle était comme... elle est sortie de l'ombre quand la Tesla Model 3, justement, était plus éligible aux 2 subventions. La Polestar, à un moment donné, a sorti un modèle qui était éligible à une subvention avec le fait même malgré le fait qu'elle était 4 roues motrices, il y a plein de gens qui se sont tournés vers ça. Fait que là, ça s'est mis à se parler. Puis c'est comme un effet boule de neige. Hein. On dirait qu'à un moment donné, il y en a 4-5 qui en parlent beaucoup. Ça fait qu'il y en a 10 qui en commandent. Ces 10-là en parlent. Puis là, oups, ça se met à grossir. Donc, voilà, c'est quand même un modèle qui, il y a quelques années à peine, on n'entendait pas du tout parler. Puis qui est déjà... C'est ma surprise de l'année, moi. Oui. Il y a eu quelques nouveautés dans le dernier quart de 2022. Pouvez-vous m'en parler un peu? OK, c'est bon. Donc, effectivement, dans les véhicules, on s'entend, c'est pas des gros chiffres. Mais quand même, au niveau des nouveaux... c'est des nouveautés, donc c'est pas des gros chiffres, mais c'est nouveau. On parlait en milliers depuis tantôt, on va redescendre dans le 2 chiffres. Puis je dirais, le premier qui en a eu le plus, il y a un petit peu de confusion au niveau... de confusion. Les chiffres qu'on a reçus de la Société de l'assurance automobile du Québec, je dirais, sont plus ou moins clairs. Avant, on avait des Bluebird Vision, qui finalement, c'est un autobus écolier, mais la celle avec le nez. Justement, donc, c'est pas un flat nose. C'est ça. Elle a un nez, elle me ressemble, une grosse bosse en avant. On a tout un vrai en principe. Donc, c'est ça. Il y avait ça, et là, soudainement, les Visions sont disparus, puis ils ont eu ce qu'ils appellent, ce qu'eux autres nous identifiaient comme des transits. J'ai fait des recherches, justement, un transit, c'est des autobus pas de nez. Et au niveau de Bluebird, eux autres, leur nom officiel, c'est la All-American. Donc, c'est soit qu'ils ont... Mais il y en a quand même plus. Donc, on est rendu finalement... Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y a probablement 73 Bluebird électriques au Québec. Maintenant, est-ce que c'est des Vision? Est-ce que c'est des All-American? Ils ont-tu un nez? Non pas. Ouais, c'est peut-être des erreurs aussi d'identification. Oui, c'est ça. Donc, on va voir les prochains trimestres, mais probablement qu'il y en a justement maintenant des Bluebird pas de nez sur nos routes au Québec. Sinon, ensuite, il y a le Sportage, Kia Sportage PHEV avec 14. C'est pas beaucoup, ça. Ça me surprend. Peut-être qu'ils ont juste commencé à en livrer quelques-uns, puis prochain trimestre... En tout cas, ça a très certainement un plus grand potentiel que ça, je pense. Là. Oui, effectivement. Surtout si on compare le 14 par rapport à l'autre après, que honnêtement, je suis surpris pas que c'est un mauvais véhicule, mais c'est un véhicule plutôt dispendieux. La Mercedes-Benz EQB, EQB, excusez, on va y aller en français, qui est un véhicule très dispendieux, très luxueux, très confortable, très tout, mais pas très économique. Un peu dans la même catégorie, la BMW i7, qui est la BMW presque, je pense que c'est leur plus gros format, ça, quasiment. 100% électrique, c'est une berline. Berline luxueuse, très confortable. Et dans une catégorie complètement à part, le Clark SE25T. Il y en a eu un. Pour ceux qui sentez-vous pas mal de ne pas savoir c'est quoi, c'est un chariot élévateur.
Donc, généralement, c'est un peu moins... Oui. Oh my God, OK. Ben, il y en a plusieurs chariots élévateurs d'immatriculés. Je suppose que... Je sais pas juste c'est quoi les législations là-dessus. Peut-être que dès qu'il est à l'extérieur ou peut-être sur certaines routes, je sais pas. Mais... Bon. L'électrification est partout. Oui, tout à fait. Il y a quand même eu beaucoup de nouveautés. Là, tu nous as parlé, Fred, des nouveautés du dernier quart, mais si on va plus loin que le dernier quart, les nouveaux véhicules qui se sont livrés en 2022, qui n'étaient pas là, en tout cas qui ne s'étaient pas livrés ou à peu près pas là, avant, il y en a quand même plusieurs. La Kia V6, on vous a écouté tantôt quand vous disiez « Ah, il y a la V6 qui s'en vient ». Ben, il s'en est quand même livré combien dans l'année? Là? 636. 636. Et c'est pas sur beaucoup. C'est ça, c'est sur les 4 trimestres. Si on considère la demande qu'il y avait, ça répète selon moi facilement 4 fois ça. Il y a aussi, en deuxième, je dirais, il y a le véhicule qui a gagné le prix excellent son rôle de véhicule électrique de l'année, le F-150 Lightning. Lui, on a entendu parler beaucoup, là, en bien comme en moins bien, tout dépendant de la perception des gens qui l'ont. C'est Louise qui serait contente, là. Oui, elle serait contente. Ça en est livré quoi, en haut de 500? 580? 588. Et juste, puis ça, c'est sur 3 trimestres. Et un autre modèle Ford, à peu près gabarit similaire sur 4 trimestres et à peine un peu moins, 479 E-Transit qui ont été livrés. Probablement qu'Hydro-Québec n'a acheté la moitié là-dedans. On en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. mais pas seulement Hydro-Québec, là, il y en a d'autres qui en ont. D'ailleurs, je parlais avec Alain Fizet, là, qu'on a déjà eu en entrevue, puis qui va venir nous parler bientôt là, de motoneige électrique, mais Alain, avec son entreprise, son fils électrique, ils ont plusieurs e-transit, eux autres, là, puis il ne cesse de me dire c'est le secret le mieux gardé de Ford. Lui, il tripe sur ces véhicules-là. C'est les véhicules qu'utilisent ces électriciens là, pour la job. Puis il m'envoie des tableaux, mois après mois, des économies qu'il fait avec ces véhicules-là. Parfaitement adapté à sa job. Là. Lui, là, c'est sa révélation. Là. Dans 3 épisodes, ça? Dans quelques épisodes. T'es time, t'es check. Ensuite, après le transit, on a quand même eu d'autres modèles. La BMW iX. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a. Ben, si on considère le gabarit et surtout le prix du véhicule, 396, c'est quand même... honnêtement, je suis surpris qu'il y en ait tant que ça. Et un peu moins, la Lexus NX H+, que ça, je dois avouer, c'était une surprise parce qu'on ne savait même pas que le véhicule s'en venait. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Qui est finalement, c'est le RAV4 Prime qui a été transformé en Lexus. 270, c'est quand même pas mal. Oui. Juste devant un autre véhicule qui était très attendu, là, qui est arrivé en deuxième moitié d'année, le Subaru Solterra, là, donc la première version d'un tout électrique chez Subaru, qui en a 268 maintenant sur nos routes. Là. Donc, il fait mieux que le BZ4X, qui est le même véhicule chez Toyota ou à peu près. Mais puis on rappelle qu'il y a quand même eu lui aussi un moratoire de livraison dû à un problème avec les pneus. Là. Il perdait les roues. Là. Je sais pas trop ça. Ouais, c'est une histoire de boulon. Ça n'a aucun rapport avec l'électrique, là, mais bon. C'est toujours de l'air épeurant quand tu dis ça. Il y a des risques de perdre les roues. Dans les faits, il n'y a probablement pas vraiment beaucoup de véhicules qui ont perdu des roues, mais à partir du moment où ils identifient le problème, ils n'ont comme pas le choix de... Puis surtout Toyota, qui, eux autres, la fiabilité est tout le temps en tête de liste. Ils n'ont pas dû niaiser, puis c'est pour ça qu'ils ont tout arrêté. Exactement. Puis on en a eu combien, les Toyota BZ4X? 213. 213 BZ4X. Puis 268 sur le terrain. Donc, on est dans les mêmes eaux, là, entre 2 et 300. Je tiens encore à souligner, là, on a parlé du iX de BMW, mais moi, BMW m'ont surpris. Là, on n'est pas dans les volumes, mais il y a la i4, là, qui est une berline un peu pour compétitionner chez Tesla, chez Polestar. 243. Ouais. Superbe bagnole. Pour avoir conduit la M50, la i4 M50, ils ont plusieurs versions, là. Vraiment une très belle bagnole, mais évidemment, c'est pas donné. Hein? C'est pas, surtout la M50. C'est leur version performance et toute garnie. Hein? Oui, c'est effectivement. All dress. All dress. Donc, mais je reviens sur le Solterra BZ4X. C'est 2 véhicules qui, de par les marques, Subaru et Toyota, étaient très attendus de plusieurs amateurs. Il y a des gens qui ne démarrent pas de Subaru. Ils attendaient que Subaru sorte un véhicule électrique digne de ce nom. Même chose pour Toyota.
peut-être que les performances ou les caractéristiques du véhicule, quand on les compare avec d'autres véhicules, évidemment, là, de même gamme de prix, ça a peut-être refroidi certaines ardeurs là, en termes d'autonomie de véhicule, en termes de vitesse de recharge du véhicule. On sent que c'est les premières armes. Là, c'est ça. Traditionnellement, Toyota, ça a tout le temps été ça fait la job, puis c'est fiable. La fiabilité, le futur nous le dira, mais oui, ça fait la job, mais elle n'a pas de gros critères wow impressionnants. Elle n'a rien vraiment pour la distinguer, à part c'est une Toyota 100% électrique. Ensuite, Genesis GV60. Belle bagnole, ça. Très belle bagnole. C'est la grande sœur de la Ioniq 5, en fait. Hein? C'est évidemment, là, quand je dis ça, je ne veux pas insulter personne. Ce n'est pas une Ioniq 5, mais c'est la même plateforme de véhicule, le tableau de bord très semblable, mais on est une grosse coche en haut au niveau de la finition puis tout ça. Donc, il s'en est vendu il s'en est vendu, vu que c'est un nouveau modèle, 195. Ouais. OK. Puis bon, si on revient, je pense qu'on a sauté la Audi Q4 e-tron à 251. Ouais. On va un petit peu en avant et en arrière. Là. Mais c'est ça, qui est finalement la même plateforme que la ID4 de Volkswagen. Sinon, là, si on continue un petit peu plus bas, la Volvo C40. Il y avait déjà la XC40 qui était là l'an passé en 2021. Il y a eu la C40 qui s'est rajoutée. On s'entend, les deux se ressemblent beaucoup. C'est juste l'arrière qui est coupé. C'est ça, qui est un petit peu moins carré. Mais c'est deux modèles différents. Donc, on va être rigoureux. On va les traiter de façon différente. Le Grand Cherokee 4XE, ça en est vendu 122. Mercedes-Benz EQS. Contrairement à la EQB qu'on parlait tantôt. Donc, ça, c'est plus la berline. Ça en est vendu 107 sur l'année. Et il y en a encore plusieurs autres modèles. Et là, tous les lycées, ça commencerait à être long, mais ils sont tous en bas de 100. Donc, on a décidé d'arrêter ça. Là. J'en profiterais pour dire que c'est quelque chose de nouveau. Là, c'est que justement, peut-être que c'est pas évident de prédire les volumes qu'on va avoir sur les futurs modèles parce qu'il y a plus, comme vous pouvez le voir, là, il y a beaucoup de nouveautés. Là, fait que ça finit par se répartir entre plus de modèles. Fait que le marché croît globalement, mais il y a aussi des modèles qui se séparent en plus. Fait que c'est pas évident de voir. On n'est plus à l'époque où il y avait juste Tesla, modèles. Volt puis Leaf. Là, exact. Il y a vraiment plus de choix. Messieurs, si on ramasse ça au niveau des fabricants, parce qu'on parle de modèles depuis tantôt, mais on fait toujours une espèce de petite synthèse par fabricant. Quels sont les fabricants qui ont eu la plus grande force de frappe là, l'année dernière? Bon, avec les chiffres que vous m'avez donnés tantôt, je pense pas trop me tromper en disant que Tesla doit arriver en premier. Là. On parle de l'électrique, évidemment, toujours. Mais ensuite, si on y va par marque, les autres marques qui représentent le plus gros apport de véhicules électriques sur le marché l'année dernière, quelles sont ces compagnies? Je dirais, on n'a pas nécessairement préparé les chiffres juste pour l'an passé, mais je sais dans les ceux qui ont eu des très bonnes progressions l'an passé, il y a effectivement Tesla, on l'a vu dans les chiffres. Hyundai, on a parlé justement tantôt, il y avait la Kona et la Ioniq 5 qui avaient des très bons chiffres. Aussi Ford avec l'arrivée de son F-150, de son E-Transit, puis la Mustang Mach-E qui était déjà là depuis un bout de temps, qui continue à prendre la vitesse. Donc ça, c'est les trois qui ont observé des très bonnes progressions pour se démarquer des autres. Si on regarde le classement final, si on veut, le cumulatif depuis le début, on a Tesla en première position avec 18,6% du marché, Chevrolet avec 16,6% du marché. Historiquement, eux autres, c'était juste la Volt, mais là, ils ont maintenant les deux saveurs de Bolt qui s'en viennent. Qui sont là, qui prennent de plus en plus de poids. Et d'autres modèles, on pourra en parler tantôt, qui s'en viennent prochainement. Il y a Hyundai, avec tous les modèles qu'on a parlé. Toyota, qui sont à 10,5% du marché, puis il va falloir qu'ils se réveillent parce qu'ils descendent, justement, leur poids par rapport à tous les autres descend de trimestre en trimestre. Ben, ils vont finir par se ramasser en dessous de Ford, qui est à 8,1% juste en arrière. Surtout que lui, Ford, au contraire, continue à augmenter. On a tout ça, Fred, dans notre article. Donc, je les ai retrouvés sur l'année. L'année passée, c'est Hyundai qui avait été la championne sur l'année au niveau des marques. Puis là, cette année, c'est Tesla. Progression de 10 800 environ, contre 7 020 chez Hyundai, qui est deuxième. Ford est troisième pour l'année, plus 4 500. Chevrolet, Toyota 5e. Puis, dans le reste du top 10, Jeep, BMW, Kia, Volkswagen, Chrysler. Hey, good. Excellent. Rapidement, messieurs, vous analysez maintenant des segments de marché, donc par type de véhicule.
que ce soit les autobus, les camions lourds, les motos, les véhicules outils, etc. Tracez-nous donc un petit portrait là, de ce que ça a donné, là, soit dernier trimestre, puis pour l'année 2022. Si on regarde, il y a certains, justement, au niveau pour l'année. On va y aller celui qui a eu le plus, je dirais, on commence par les deux qui ont eu le plus de mouvements, qui ont fait le plus de vent, soit les autobus et les camions lourds. Au niveau des autobus, il y en a maintenant 650 autobus électriques sur nos routes. Donc, on parle d'une progression de 145 pour le trimestre ou de 3,95 pour l'année. Ça semble des petits chiffres comparés aux chiffres qu'on disait tantôt, mais si on met ça en termes de pourcentage, ça veut dire que dernier trimestre, les nombres d'autobus électriques ont augmenté de 29 % et au cours de la dernière année, ça a augmenté de 154 %. Donc, c'est certain. C'est quand même important. C'est ça. Donc, en termes de nombre, c'est pas impressionnant, mais justement, à la base, il y a moins d'autobus que nous aussi sur nos routes, mais aussi, c'est plus récent, il y a moins de variété et les usines qui les produisent commencent à prendre de la vitesse tranquillement, pas vite. Et au niveau des camions lourds, les chiffres sont encore plus petits, mais les pourcentages sont encore plus hauts. On est maintenant rendu à 70. Puis donc, c'est 70, plus 23 pour le dernier trimestre, plus 57 pour l'année. Mais ce plus 23, plus 57, là, ça fait 49 % et 438 %. Avec des petits chiffres de même aussi, des fois, les pourcentages ont tendance à être des fois très hauts facilement. Mais ça va changer dans la prochaine année. Il y a beaucoup de livraisons qui s'en viennent. On devrait voir ces chiffres-là exploser. J'ai hâte qu'on refasse le même exercice du nombre de véhicules. Ce sera peut-être l'extrait qu'on fera jouer l'année prochaine. Il y en a 70 immatriculés actuellement. Combien en aura-t-il à la fin de 2023? Il devrait en avoir pas mal plus. Puis autant dans un cas comme dans l'autre, le gros joueur, c'est Lyon. Au niveau, justement, donc la Lyon C au niveau des autobus d'écoliers et le Lyon 6 au niveau des camions. Il y a aussi le Lyon 8, mais il semble... Est-ce que c'est moins populaire ou il y en a moins de produits? Je ne sais pas. Mais celui qui en a le plus, c'est le Lyon 6. Sinon, au niveau des motos, bon, on s'entend, le dernier trimestre, c'est pas trop resplendissant. Moins 2, mais bon, à ce temps-ci de l'année, c'est un petit peu compréhensible. Au niveau de l'année, on parle de plus 47, mais plus 47, c'est quand même une augmentation de 31 %. Et pour les motocyclettes et ou scooters, tout dépendant comment on veut les appeler, au niveau de l'année, on parle d'un ajout de 248, donc c'est quand même 73 % d'augmentation. Donc, c'est deux segments qui ont beaucoup augmenté. On a aussi certains nouveaux types de véhicules qu'on a commencé à suivre depuis le troisième trimestre de 2022, soit les tout-terrains, je ne peux pas donner de progression annuelle parce qu'on n'avait pas les chiffres avant, mais ils sont rendus à 379, une augmentation de 14. Les véhicules outils, qui a une augmentation de 2. Pour ceux qui se posent une question, c'est quoi un véhicule outil? C'est par exemple justement un balai de rue électrique ou c'est une pépine ou c'est différents véhicules. Camions pour le recyclage ou les camions à poubelle. Oui, ils sont là-dedans, ça? OK, je n'étais pas sûr. OK. Ah, il y en a? Oui, il y en a. OK, ben je ne les ai pas vus passer dans les statistiques. Écoute, je ne peux pas dire la quantité, puis s'ils sont en utilisation réelle. Ils ne sont peut-être pas immatriculés encore. Mais il y en a. OK. Et il y a les véhicules à basse vitesse que, si on regarde les courbes, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas énormes. C'est un petit peu dur à interpréter. Mais il y en a 73 avec une petite augmentation là, sur le dernier trimestre. Finalement, ce qui me déçoit un peu, mais bon, c'est peut-être juste moi qui est un peu trop enthousiaste à l'idée de l'hiver, les motoneiges sont stables à 9. Il n'y en a pas une nouvelle qui s'est vendue encore. Peut-être ça va aller plus tard dans l'hiver. Je ne sais pas si Taiga... Peut-être Taiga n'a pas encore redémarrer leur production de motoneige ou il faut leur laisser le temps de commencer. Je ne sais pas. Donc, on va voir. Là, on va voir si on en a quelques-unes là, dans le premier trimestre. Le premier trimestre de 2023, on en aura peut-être quelques-unes de plus. Maintenant, messieurs, allons-y pour une analyse géographique. Donc, on va commencer par nos belles régions. Est-ce qu'on a des changements majeurs? Quel est le classement des régions les plus électrifiées du Québec, Jean-François? Bien, sans surprise, c'est la Montérégie là, qui demeure première. Là. On le regarde, on parle toujours en termes de pourcentage. Là. On a trouvé que c'était la meilleure base de comparaison. Donc, le pourcentage de véhicules électriques sur le nombre de véhicules électriques sur le nombre de véhicules total enregistrés, immatriculés là, dans une région. Fait que la Montérégie, nouveau record, ça monte toujours 3,31 %. On se souvient tantôt, on a parlé là, de la province au complet qui est à 2,44 là, pour mettre les choses en perspective. Okay. Donc, la Montérégie première, Laval est deuxième à 3,22.
Est-ce que Laval va dépasser à Montérégie en 2023? Est-ce qu'on essaye un pronostic comme Non, ça? pas en 2023. À part s'il y a des gros changements, j'ai remarqué le pourcentage semble être un petit peu plus élevé, je pense, que la Montérégie, mais à peine. Continuer à cette vitesse-là, ça pourrait prendre probablement quelques années. Mais peut-être ce qui risque tout le temps de changer un peu les cartes, puis tout le temps à prendre aussi un peu avec un grain de sel, c'est qu'on se base sur les chiffres des immatriculations qu'on reçoit chaque trimestre de la Société d'assurance automobile du Québec, alors que pour le parc automobile entier, on le reçoit avec 1 an de retard. Donc, même qu'on reçoive les chiffres de 2022, puis qu'on les remette, bien là, tous les petits pourcentages vont rechanger un peu. Et pour continuer d'extrapoler sur ce qui nous manque, on y va aussi avec la population, les changements de population, et on réajuste. Donc, ça prend des ordres de grandeur. On peut présumer que les nouveaux véhicules qui sont arrivés dans le dernier trimestre, dans certains cas, remplace un véhicule qui ne sera plus immatriculé, qui est à essence, par exemple. Donc, ça peut bouger. Mais ça reste que, tu sais, c'est ça. Ça donne quand même une idée quand on le compare au reste. Mais je suis pas mal sûr que Laval va rester deuxième. Ça va bien du côté de Laval. La Naudière est troisième, 3,08. Donc là, ça, c'est nos 3 régions là, au-dessus du 3% d'électrification. Après ça, on tombe en Estrie. 4e à 2,9 %. Puis Montréal fait bien, 2,83 %. Là, donc, depuis un certain temps, là, on observe là, une bonne progression là, du côté de la région de Montréal, là, donc l'île dans son ensemble. Ça fait que ça c'est notre top 5. Puis on peut rajouter deux autres régions qui sont au-dessus du 2 %. Laurentide, 2,74 %. Capitale-Nationale, donc la région de Québec, à 2,28 %. Puis, on a le centre du Québec, là, qui, au moment où on se parle, doit avoir franchi le 2 % parce qu'il était à 1,99 %. Mention honorable. Mention honorable. Il s'agit qu'il y ait 1 ou 2 livraisons. Là, puis comme Frédéric l'expliquait, là, on a des estimés, des fois, qui sont un peu en ordre de grandeur. Donc, on est autour du 2 % là, pour le centre du Québec. Bravo à eux. Super. Maintenant, si on y va un petit peu plus micro, qu'on lâche les régions, mais qu'on regarde plutôt les villes en tant que telles, notre grande championne depuis longtemps, c'était la ville de Hampstead. Oui, ça fait 1-2 trimestres là, qu'elle s'est installée, qu'elle montait, les premières. C'est assez impressionnant. On a estimé à 6,87 % là, de la flotte. Là. Ouais, donc, c'est plus de 2 fois la Montérégie, ou presque pas loin d'être 3 fois la moyenne provinciale. Là. Donc, c'est un bon taux de pénétration là, du véhicule électrique à Hampstead. Puis Saint-Lambert là, est pas très loin en Montérégie, à 6,68 %. Puis là, au 3e rang, là, on va le mentionner parce que c'est ça qu'on a dans les chiffres, mais des fois, il y a des surprises dans les chiffres. On ne sait pas tout le temps si c'est vrai. C'est peut-être vrai, mais Delson en Montérégie serait rendu 3e, mais il était à 2,84 le trimestre précédent. Ils ont bondi à 6,36 là, avec bien des modèles 3, des modèles Y. Est-ce qu'il y a une flotte qui s'est installée? C'est une région aussi là, où il y a quand même pas mal de quartiers cossus. Oui, mais pour que ça arrive tout subitement de même en un trimestre, c'est soit qu'il y a un voisin là, qui a convaincu tout le monde. Exactement, qui est très bon vendeur. Mais selon moi, j'espère que c'est une flotte, ce qui est probablement le plus réaliste, ou malheureusement, c'est des erreurs dans les données. On va espérer que c'est la flotte. On pourra comparer avec les prochains trimestres. Oui, c'est ça, ça se rétablit. OK. Donc... Puis sur l'article, vous irez voir, mais on s'amuse aussi à mettre la championne de chacune des régions administratives du Québec. Là. Donc, si vous voulez savoir c'est qui le meilleur en Abitibi ou en Estrie ou en Mauricie, on a la meilleure ville de chacune des régions. OK, on va laisser les gens. Vous allez voir l'article quand vous allez sur la page web de l'AVEQ, www.aveq.ca. Vous avez accès là, aux actualités, et dans les actualités, il y a un dessin là, en haut à droite avec un accès directement aux statistiques, donc vous pouvez y accéder. Puis il y a une section aussi statistique là, que vous pouvez aller visiter où tous les chiffres ça a maintenant été déplacé dans à propos médias /stats. OK.
Tu as bien fait de le dire parce que même moi, je ne le savais pas. J'ai remarqué récemment qu'il avait bougé. Donc mais chose certaine, à partir des actualités, en haut à droite, là, il y a toujours un raccourci qui permet d'y accéder directement. Donc, allez faire un tour pour voir dans votre région administrative quelle ville est celle qui performe le mieux. Messieurs, le temps file rapidement. On est presque rendu à la fin, mais je suis quasiment obligé de vous poser la question si je vais être capable de vous recoincer l'année prochaine de la même façon que cette année. Vos perspectives pour 2023, donc évidemment, boule de cristal, on l'a évoqué un peu tantôt, certains éléments qui peuvent faire bouger la donne au niveau des livraisons puis tout ça, mais à quoi s'attendre donc en termes de marché pour l'année prochaine? Quel modèle on s'attend qui performe peut-être mieux et quels sont aussi les nouveaux modèles qui vont nous arriver qui pourraient avoir un impact sur nos chiffres? Jean-François, je te sens songeur. Ouais, ben là, je me demande si je vais répondre au nouveau modèle. C'est facile, j'ai une liste, ou si je vais répondre à ta question, à quoi on peut s'attendre. À quoi on peut s'attendre? Ma boule de cristal va dire croissance similaire, de l'ordre de 30-35%. Je sais pas. Je vais essayer ça. On verra bien l'année prochaine. Je pense que l'offre va être encore limitée, mais en même temps, il y a plein de nouveaux modèles qui arrivent. Il y a des modèles dont on a parlé là, pour 2022 qui ont été populaires, mais pas autant qu'on aurait pensé. Mais ils vont continuer à se livrer puis à arriver en 2023. Ouais. Fait que y a un équilibre là-dedans. Si je me mouille, je vais y aller avec quelque chose de conservateur. Le modèle Tesla Model 3 va être première encore. Au niveau du cumulatif, j'avoue, c'est assez conservateur. Mais très réaliste. Je suis d'accord. Progression de l'année aussi, je dis qu'elle va demeurer première avec la baisse de prix qu'on vient de voir. Et ce, malgré les changements réglementaires aux États-Unis qui risquent d'amener quelque chose d'un peu l'inverse de ce qu'on a vécu jusqu'à date, c'est-à-dire qu'il va peut-être se vendre pas mal plus de modèles Tesla aux États-Unis, pas mal moins d'autres modèles qui pourraient être disponibles pour ici, ce qui pourrait créer moins de disponibilité de Tesla puis plus de disponibilité. Essayes-tu de me faire regretter ma prédiction? Non, je fais juste lancer une réflexion. En fait, même, c'est que là, il y a des rumeurs comme quoi de la Model 3, il y en a un refresh qui s'en viendrait, justement. Puis c'est, entre autres, relatif à la long range, la longue autonomie, 4 roues motrices, qui ça fait déjà quasiment 3, 4, 5 mois qui est plus en vente. Il y a juste la version de base et performante. Puis ils disent qu'elle s'en vient début 2023. Des rumeurs comme quoi ça serait une mise à jour différente. Donc, il y a probablement quelque chose d'intéressant qui s'en vient au niveau de la Model 3 qui pourrait effectivement aider à conserver le volume. On peut aussi imaginer qu'éventuellement, il y a peut-être la Model Y est construite présentement et à Fremont, en Californie, et au Texas. L'usine au Texas est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Leur cadence de production s'améliore. Peut-être qu'ils vont déplacer un petit peu le modèle Y, les en faire plus au Texas et refaire des modèles 3 un peu plus à Fremont. Ça, c'est vraiment... Mais on peut s'attendre effectivement à ce que la Model 3 continue à bien performer et la Model Y. Ça, je dirais que c'est assez certain. Et des modèles qui se vendent déjà, mais qui sont impactés justement par des usines. On peut penser à Volkswagen, par exemple. L'ID4 était assez anémique dans ses livraisons quand les modèles venaient tous de l'Allemagne. L'usine américaine est en fonction. On peut s'attendre à une augmentation de disponibilité sur le marché américain et canadien, j'imagine. Bon, on l'a déjà vu dernier trimestre. On l'a vu. Je pense que ça va se poursuivre. Oui. Au niveau, si on veut, des nouveaux arrivés, il y en a vraiment maintenant une liste. Honnêtement, je dirais, il y a de plus en plus de modèles qui s'en viennent. Vous pouvez aller voir dans l'article, vous les avez tous. Tous les ceux qu'on a vus. Il y en a probablement d'autres qu'on n'a pas vus. Selon moi, je dirais les deux... En volume, là? En volume, OK, c'est de la livraison. Non, je dirais pas en prestige, mais justement en termes d'importance s'il arrive à livrer. Là, je me rappelle jamais lequel. C'est le Blazer ou l'Equinox qui est le plus petit des deux? C'est l'Equinox. J'ai dit, je me rappelle. C'est le Blazer. Selon moi, justement, c'est un peu justement, il y aurait à peu près des qualités similaires à la Bolt avec beaucoup moins de ses défauts. Donc, il y est annoncé un très bon prix, format de véhicule très intéressant. J'ai pas vu encore de tests indépendants, mais ils sont censés avoir réglé le plus gros défaut de la Bolt, qui est sa vitesse de recharge rapide. En fait, c'est la plateforme Ultium. Donc,
Je veux dire, on peut présumer que c'est réglé. Là, ils ont les outils. Ouais. Maintenant, il suffirait juste qu'ils décident de mettre un câble un peu trop petit. Il y a des erreurs qui peuvent être faites pour couper les coins ronds et descendre le prix. C'est le modèle qui pourrait avoir le plus d'impact. Exact. Si on le volume, c'est lui qui va avoir le plus d'impact. Pour moi, puis l'impact le plus grand en termes de nombre, là, j'en conviens, mais selon moi, les 3 modèles de Chevrolet qui portent le nom Chevrolet, le Blazer, l'Equinox, le Silverado, ces 3 modèles-là, chacun dans leur créneau, risquent d'être hyper populaire, mais tu as raison. Combien, ça va être quoi la livraison? Ça va être quoi le volume de livraison? Mais c'est certain. Écoute, les listes d'attente sont déjà pleines pour ces modèles-là. Puis sinon, je dirais un autre modèle qui pourrait être intéressant de son format et probablement le prix qui va avec, étant donné la marque, c'est le Kia EV9. Historiquement, tous les gros VUS 100% électriques qu'on a eus, c'était des marques de luxe. Là, c'est Kia qui, bon, justement, c'est pas nécessairement les moins chers, mais c'est quand même un segment relativement abordable d'habitude. Et on parle vraiment d'un gros VUS. Je sais pas, c'est quoi, c'est 7 passagers, en tout cas, pleine grandeur avec beaucoup de place. Format similaire, il y a probablement le Rivian R1S et R1T qui s'en viennent. Mais on ne sait pas exactement quand et ils sont un peu plus chers. La Nissan Ariya s'en vient. Elle aussi, c'est disponible. Ça risque d'être un... Oui, mais au niveau de la disponibilité, moi, honnêtement, je comprends ce que tu as dit tantôt, mais étant donné que j'ai l'impression qu'ils vont le faire juste dans une usine pour l'instant, qu'il faut qu'ils fournissent la planète avec cette usine-là, j'ai malheureusement l'impression qu'on va se ramasser avec les miettes. Mais moi aussi, c'est un modèle que je suis assez curieux de surveiller en 2023 à l'arrière. Je peux pas vous poser la question avec les nouvelles qui sont sorties dans les derniers jours. VinFast, aujourd'hui est annoncé que VinFast avait fait des mises à pied majeures. Il arrêtait la production. Il était ils mettent un gros hold sur toutes les activités de VinFast. Et ils ont aussi des dettes très importantes. Là. Il y a des rumeurs là, de dettes très importantes, alors qu'ils n'ont pas livré un seul véhicule encore, on se le rappelle. Mettons que c'est de la mauvaise communication, puis que ça se règle, puis que dans un mois, on apprenne non, tout est beau, puis les livraisons vont se faire cette année. Que prévoyez-vous comme succès pour VinFast dans sa version location de batterie comme dans sa version acquisition avec la batterie? Pensez-vous que c'est un segment qui va marcher? Ben, j'ai vu différents reviews de différentes personnes. Entre autres, c'est du monde qui ont été l'essayer au Consumer Electronics Show à Vegas. Ça rejoint, tu vois, j'avais pas entendu la nouvelle que tu viens de me dire là, mais ça vient rejoindre un peu ça. Il y a certaines compagnies, des fois, au CES, surtout pour les autos, ce qu'ils font, c'est que si, mettons, ils n'ont pas l'argent ou peu importe, ils arrivent pour une raison X, ils n'ont pas de place vraiment officielle dans le CES, ils se louent un stationnement pas trop loin, puis ils font venir le monde dans leur stationnement, puis faire essayer les autos. Et c'est ça que VinFast ont fait. Les gens qui l'ont essayé disaient c'est pas nécessairement un mauvais véhicule, mais les prix n'étaient pas encore clairs. C'est pas encore clair s'il y aurait des locations ou pas. Et finalement, les prix qu'ils annonçaient étaient à peu près au niveau du prix de la modèle Y, une fois le prix descendu. Donc, finalement, tu te ramasses avec une VinFast ou une modèle Y pour le même prix. Je sais pas, moi, il me semble que la décision est évidente, mais... On va leur souhaiter le meilleur, mais je suis sceptique. Je sens beaucoup de réserve de votre part. Ben, c'est correct. Moi, bien honnêtement, c'est un modèle que j'ai trouvé très intéressant quand je l'ai. En fait, il m'a surpris. Là, je trouve qu'il était particulièrement mieux construit que ce que je pensais. En tout cas, celui que j'ai vu. Mais ça reste que les gens ici semblent peu friands de l'approche location de batterie. Quand les prix sont sortis avec une approximation, là, avec l'acquisition de la batterie plutôt que la location, ça a amené le véhicule à un prix... là, les gens débarquaient un peu. Là, mais en tout cas, ça reste que c'est un format et un type de véhicule qui pourrait être intéressant. Mais moi aussi, là, j'ai des gros doutes. Mais bon, attendons, laissons le temps venir. D'autres choses, messieurs, à ajouter sur ce qu'on doit regarder pour l'année 2023? Il y a peut-être certains modèles qui vont recevoir une petite cure de rajeunissement. Il y en a des fois plus importantes que d'autres, fait que ça peut changer un peu la dynamique. Là. Ça dépend toujours quand ça arrive dans l'année. Là, puis, mais entre autres, probablement, une des ceux que je vois qui pourrait changer beaucoup la dynamique, du moins j'espère qu'elle va changer la dynamique, c'est la Prius Prime.
qu'il y en a une nouvelle version qui est censée s'en venir. Ça l'explique peut-être aussi d'ailleurs pourquoi ces ventes semblent être en constante diminution. C'est peut-être plus la production justement qui a de la misère à fournir. Donc... c'est une grosse mise à jour, ça. Fait que honnêtement, le look, je le trouve superbe. Ça a augmenté l'autonomie. Ça a presque plus rien à voir avec une Prius. Tout à fait. Il y a la Polestar 2 aussi, on l'a dit tantôt, qui avait été surprenante, mais qui va être retouchée. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai cru voir que ça viendrait avec une hausse de prix. J'ai vu les prix augmenter. Donc, puis ce qui a aidé beaucoup la Polestar à décoller, c'est justement sa baisse de prix qui a fait que ça rentrait dans les subventions. Donc, on va voir. Peut-être qu'ils vont trouver le moyen de faire, justement, de jouer les prix, d'avoir les options, je ne sais pas trop quoi, pour réussir à garder les subventions, je ne sais pas. Si oui, je leur souhaite la plus belle chance. Sinon, vite, la Kia Niro, c'est surtout... et la Hyundai Kona, c'est surtout des changements de look. Probablement, ça risque d'être le cas pour la Kona, je ne suis pas 100% certain, mais la Niro a été chercher certaines des nouvelles fonctionnalités de la nouvelle plateforme, qui est le pouvoir, le véhicule to load en bon français, là, donc pouvoir connecter différents appareils électriques normaux dans son véhicule, s'alimenter à partir du véhicule électrique. On s'entend, c'est pas toute la nouvelle plateforme, mais ils ont été chercher certains petits points intéressants. La Audi Q8 e-tron, qui avant était juste la e-tron tout court, maintenant là, ils l'ont amené Q8. Ça fait similaire avec la Q4 justement. Quand même une augmentation d'autonomie intéressante. C'était une de ces grosses faiblesses. Exactement, c'est ça. Et la Mini électrique qui est censée revenir aussi. Oui, il y a quand même un segment de marché pour ça. C'est un mini segment, mais c'est quand même intéressant. Exactement. Messieurs, on a fait un tour relativement exhaustif, je vous dirais, de la situation. Donc, on vous rappelle que les statistiques sont compilées à chaque trimestre. Donc, il y aura une analyse qui sera faite après le premier trimestre de 2023 et que ces statistiques-là sont analysées, sont décortiquées. Vous en faites l'analyse et ce, par écrit sur le site web de l'AVEQ, on l'a dit tantôt. Donc, vous pouvez aller voir les données là. Je vous rappelle également que les données sont présentées sous forme de tableaux qui sont personnalisables, c'est-à-dire qu'on peut aller jouer dans le tableau puis faire, par exemple, afficher juste certains modèles, juste, par exemple, pour les régions, choisir certaines villes, en enlever d'autres. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser. Donc, les journalistes, les gens qui ont à sortir des données, vous pouvez aller sur le site de l'AVEQ et puis personnaliser le tableau puis lui faire dire ce que vous voulez en termes de sélection, là, soit de véhicules, de villes, de segments, etc. Donc, c'est très intéressant. Et puis, si vous avez des questions, quoi que ce soit, là, vous avez toutes les informations sur le site web de l'AVEQ. Messieurs, merci beaucoup pour votre travail. Encore une fois, je le dis et je le redis, mais ça demeure vrai. Lancer des chiffres, c'est facile. Les faire parler, les analyser, c'est un travail beaucoup plus complexe et vous le faites admirablement bien. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, on se reparle dans quelques mois. Là. On est déjà rendu au mois de février, donc ça va venir vite. Mars, avril, là, probablement au mois d'avril, fin avril, quelque chose du genre là, pour parler du premier trimestre. Et puis, quelque chose du genre, fin avril, début mai. Compter les arias. Oui, qui sait. Donc, on s'en parle bientôt. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Épisode hors série.